Voilà, bonsoir à vous si vous venez seulement d'arriver sur le Café des libraires qui fermera ses portes à 19 h. En fait, c'est une longue conversation qui a commencé vendredi après-midi avec différents auteurs, différents plateaux, différents libraires, parce que les libraires sont les rois sur ce plateau, puisque c'est leur café. Hein. Voilà, et cette conversation se terminera donc tout à l'heure à 19 h. Alors là, je dois vous dire que les Bretons sont au pouvoir, puisque moi qui ne suis pas libraire, je suis bretonne. Je suis une des fondatrices du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. Et puis le libraire qui est là, ici avec nous, et qui était déjà là l'année dernière, vient de l'Esnevin. Alors l'Esnevin, c'est... Bien prononcé surtout. Oh bah attends... Non mais toi ça va, mais il y a des gens qui... Pascal ne sait toujours pas, il dit toujours l'Esneven. Mais... quand même, Tragique. Non. L'Esnevin, alors vous connaissez tous l'Esnevin, évidemment, c'est une ville de combien d'habitants ? 6700 habitants. 6700 habitants qui se trouvent dans le Finistère. Voilà, comme je dis toujours, pour que les Américains arrivent à situer ma librairie, c'est la dernière librairie avant le premier Barnes & Noble de Manhattan. Voilà, ça permet de situer, c'est plus évident, quoi. Dans le Finistère, déjà, c'est beau. Hein. Alors voilà, il s'appelle Jeff Delapré, je suis heureuse de l'accueillir. Et donc, sa librairie s'appelle la librairie Saint-Christophe. Saint-Christophe, voilà. Et donc, c'est Jeff qui a lu les livres de tous les auteurs ici présents et qui va nous en parler dans un instant. Alors, je vous présente nos invités. Diane Warren, qui va nous parler de son livre Cool Water, paru aux presses de la Cité, et qui va être traduite par Evelyne Dana. Bienvenue, madame, sur ce plateau, où vous venez pour la première fois. À côté de Marguerite Capel, qui va assurer la traduction, il y a Chris Adrian, qui va nous parler d'un livre qui s'intitule « Un ange meilleur ». À côté de moi, Samuel Archibald pour Arvida, paru aux éditions Le Quartanier à Québec. Hein, et puis à côté de Sophie Aslanides qui va assurer la traduction, Kent Meyers pour son livre Twisted River, paru aux éditions Gallmeister. Alors juste avant de commencer, je voudrais que l'on fasse quand même un gros plan sur le t-shirt. C'est mon équipe de baseball, en fait. D'Archibald. Pardon, alors on va le redire. C'est mon équipe de baseball. J'ai une ligue littéraire de baseball à Montréal. Ça, c'est formidable quand même. Hein. Mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse, qu'il soulève son ruban rouge et qu'on fasse un gros plan sur le t-shirt de notre ami libraire. C'est écrit Kenavo. Alors, Kenavo, en breton, ça veut dire au revoir. Mais je ne savais pas que ça avait aussi une autre signification. C'est-à-dire, pour nous, les Bretons, des fois, quand on dit Kenavo aux Parisiens, ça veut dire bon débarras. Donc... Ça, c'est pas sympa. Mais c'est joke. Hein. Ah bon. Bon voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va passer au livre de nos invités et on va commencer par celui de Diane Warren qui est née, qui a grandi et qui vit toujours dans la province canadienne vous le dites pour moi ? La Saskatchewan. Voilà, c'est sûr que j'allais me planter. Vous êtes très connu pour vos nouvelles et vos pièces de théâtre. Et c'est en fait Cool Water, votre premier roman, qui a été traduit par France Camus-Pichon, donc qui est sorti aux presses de la Cité, et dont tu vas nous planter un peu le décor. Alors, Cool Water, c'est aussi le titre d'une chanson. Mais c'est... Alors... C'est surtout une histoire qui se passe dans cette petite ville de Joliet, qui a 1011 habitants, pas un de plus, pas un de moins, justement dans le Saskatchewan. Et c'est le genre d'endroit où, a priori, on peut se dire qu'il ne se passe rien, où il ne devrait rien se passer. Et le premier chapitre du livre va nous conter une course de chevaux absolument fabuleuse entre deux cavaliers émérites qui vont faire une course de 160 km qui va aller où on est, c'est à peu près il y a un siècle. Et cette course de chevaux, finalement, va être fondatrice de tout ce qui va continuer après à être dans le livre. Puisque le second chapitre, c'est la découverte
d'un cheval et d'un jeune orphelin, Lee, qui va lui aussi, avec ce cheval, vouloir refaire quelque part cette course. J'irai à la limite sans le savoir. Et de là, ça va s'enchaîner un peu. Les chapitres vont s'enchaîner comme des poupées russes un peu. C'est-à-dire qu'on va... On parle beaucoup de poupées russes sur le plateau en ce moment. Oui, mais c'est assez étrange, mais on retrouve des caractéristiques dans beaucoup de livres avec cette manière de faire interdépendre chaque chapitre, et chaque personnage va avoir un rôle avec les autres personnages. Donc en fait, au départ, donc, il y a ce lit, il y a également Blaine et Vicky qui traînent leur misère avec leur vie un peu paumée, ils sont pauvres, ils ont du mal à joindre les deux bouts. À côté, il y a Norval, le banquier, qui lui justement doit s'occuper des problèmes d'argent de Blaine et de Vicky. Il y a Lila, sa femme de Normal, qui ne pense qu'au mariage de sa fille. Et en fait, toutes ces sortes de mini-récits vont venir agréger le livre pour en faire un véritable roman. Et moi, ce que je voulais poser comme première question à Diane Warren, c'était comment est-ce que vous avez abordé ce livre au tout début? Parce que aussi, tout paraît si simple une fois qu'on est dans la lecture, mais comment l'avez-vous abordé? Quelle était au départ cette idée est-ce que c'était la course de chevaux qui était le début de cette aventure? A good question. The horse race was actually the solution to a big problem that I had when I was writing the book. Bien, la course de chevaux plutôt, était une solution que j'avais trouvée à un grand problème que j'avais en écrivant le livre. I was dealing with, when I was writing the first draft of the book, dealing with many years of history and a large geographical area. So I was having a lot of trouble with the boundaries of time and geography. Oui, parce que dans le premier jet que j'avais fait de mon livre, j'avais beaucoup de difficultés avec les nombreux événements historiques et aussi l'étendue de la zone géographique dans laquelle je me trouvais. So when I thought of the idea of this 100-mile horse race that takes place 100 years before the time of the main story of the novel, it allowed me to put boundaries on both the time and the place. So the novel takes place in one day, and it takes place within the circle of the horse race. So that's what I mean when I say it was a solution to me to a large problem that I was having with the structure of the book. En choisissant donc de partir de cette course de chevaux, de 100 miles, c'est-à-dire environ 150-160 km, j'arrivais ainsi à résoudre un problème de limite de bornes imposées dans l'espace-temps et dans l'espace-lieu, puisque je me trouvais dans des espaces très étendus. Et effectivement, cela m'a permis de cerner ces deux espaces. On pourrait une fois de plus aussi sur ce plateau parler de l'esprit des lieux. Est-ce que c'est le lieu qui vous a donné l'idée de l'histoire ou c'est seulement après que vous avez situé cette histoire dans ce lieu, tout en sachant qu'il fallait donc réduire l'espace? The location was definitely the first thing that I started with when I began writing the novel. I knew that it was going to take place in that. The community is fictitious, but what we call the Great Sandhills in Saskatchewan is a real place. So I knew that was where the novel would be set. I knew it would be a contemporary novel. But again, I just didn't know how far back in time I would go or how far out into the community. But yes, the place was the starting point for the novel.
effectivement, c'est bien le lieu qui a été mon point de départ pour ce roman. Nous avons une communauté, la communauté, elle, est fictive, mais le lieu, lui, est quand même assez présent. Cela se situe dans les grandes dunes du Saskatchewan. J'avais choisi d'écrire dans le temps présent, mais il me fallait donc une limite à ce temps. Et ça me permettait de voir jusqu'où je pouvais remonter dans le temps que de situer le point de départ à cette course de chevaux. Et puis aussi de cerner la communauté dans laquelle cela allait se passer. Non seulement le lieu est important, puisque on se rend compte que le climat, le fait que ça se passe dans cette sorte de désert très aride, ça va marquer également comment dire, le caractère des personnages. On sent que et ça, je le crois fortement, que le climat influe sur la personnalité des gens, et on le ressent très très fort dans votre livre. Je pense que c'est une des choses que vous avez le mieux réussi, c'est de faire comprendre que les personnages ne pouvaient, avec leur caractère, ils ne pouvaient pas vivre ailleurs qu'à Joliet, effectivement. Yeah, I think that is true, and I guess I believe that the characters grew from the place, and in many ways the place is another character in the book, and the characters interact with each other, but they also they're so closely connected to that place and the land, and that's where the complications in the book come from as well, because it's a time of change, and the community is under threat just due to time and change, and therefore the people are as well, because their identity is so closely connected to that place that if that town disappears, what does that do to the people? Ce que vous dites est tout à fait vrai. Je pense que les personnages en soi sont étroitement liés au lieu et qu'ils dépendent de ce lieu. Et c'est ce qui donne lieu aussi à des complications dans ce livre, puisque du fait qu'il y a des changements dans le temps, et la communauté est menacée dans son identité, puisque cette identité a une interdépendance étroite avec le lieu. On ne peut pas en raconter tellement plus. Je crois qu'il faut vraiment s'approprier ce livre, et je crois que ce qui est extraordinaire, c'est que dès le départ, avec cette course de chevaux, vous allez voir, vous ne pourrez pas après ne pas vouloir savoir qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, et toutes ces petites fêlures qui existent dans tous ces personnages autour de cette petite bourgade, parce que tout le monde se connaît, donc automatiquement les événements se précipitent, et c'est vraiment un très très beau roman, et vous passerez un très très bon moment. Avec de beaux personnages. De très beaux personnages. Certains à qui on s'attache encore plus précisément. Voilà. Donc, Cool Water de Diane Warren. Alors, on va continuer, peut-être avec vous, Chris Adrian, qui a été, qui a un autre métier que celui d'écrivain. Il est médecin spécialisé en oncologie infantile, et donc il est écrivain également. Il est diplômé de théologie de l'université de Harvard, et c'est un premier recueil de nouvelles que l'on découvre ici avec un titre, Un ange meilleur, qui est un livre qui a été traduit de l'américain par Nathalie Bru. Et on va parler de ces nouvelles. Alors, on ne va pas pouvoir parler de toutes les nouvelles, mais on va pouvoir parler de ce qui les rassemble, peut-être. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que de vouloir résumer un recueil de nouvelles. C'est absolument impossible. On peut effectivement trouver un angle, c'est-à-dire que déjà dans le titre, Un ange meilleur, il est beaucoup question d'ange, il est beaucoup question d'avion, il est beaucoup question d'enfants, il est beaucoup question d'hôpitaux,
Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et ce qui est surtout extraordinaire dans ce recueil, c'est que d'abord on est subjugué, absolument subjugué par l'écriture, qui est absolument fantastique. On est avec ses enfants, on les suit, on souffre avec eux, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. C'est pas un livre facile, c'est un livre qui se mérite. Mais vous les avez écrites entre 1997 et 2007. Et je me suis dit, parce qu'il y a quand même beaucoup question du 11 septembre, est-ce que vous en avez réécrites certaines après le 11 septembre? No, actually, all the stories that deal with September 11th were written in the either direct or relatively recent aftermath of those days. Non, en fait, toutes les nouvelles qui parlent du 11 septembre ont été écrites en fait, dans la période qui a suivi juste après. Elles sont assez récentes. Though some took many, though I may have started them relatively recently after September 11th, they took many years to finish. Et donc, même si je les ai écrites tout de suite après le 11 septembre, j'ai encore mis beaucoup de temps derrière à les achever. La plupart de vos nouvelles mettent en scène des enfants. Et pensez-vous qu'ils soient des vecteurs plus puissants pour un auteur que de prendre des adultes comme personnages pour être des vecteurs de la société? À un moment, dans le livre, il y a un médecin qui dit « Moi, je déteste la médecine des adultes. Je déteste les vieux, je déteste les maladies des vieux. Je ne veux... » Parce que même un nouveau-né, il est plus fort dans la maladie qu'une personne âgée. Est-ce que vous pensez donc justement que de mettre des enfants en scène ou des adolescents dans vos nouvelles, c'était plus facile pour vous de montrer la difficulté de notre société et surtout de celle que vous vouliez décrire de cette société du 11 septembre, après le 11 septembre? I think there's something inspirational in children, which is a useful energy to try to harness as a writer. Je crois qu'il y a quelque chose de très inspirant dans les enfants. Il y a une forme d'énergie de la jeunesse qui est très intéressante à essayer de capturer en tant qu'écrivain. Both in their resilience, in the context in which I usually encounter them in the hospital, in the face of physical suffering, but also in the face of emotional suffering and other sorts of difficulty that are not by any means confined to the hospital world. Ce qui est intéressant aussi, c'est leur capacité de résilience, qui évidemment, moi, dans le contexte où je les rencontre la plupart du temps, c'est-à-dire à l'hôpital, c'est une capacité de résilience, évidemment, à la douleur physique, mais aussi à d'autres formes de douleurs, des douleurs émotionnelles, etc., et puis aussi d'autres difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit dans l'hôpital où je les rencontre ou par ailleurs. But I think I don't think I understood why I was choosing children as narrators, or felt compelled to have children as narrators or subjects in these stories that were tied so closely to 9/11. But on reflection, but looking back on the stories or considering this question now, many years after having finished them, I think that there's something about something very useful and appropriate about the adolescent character in trying to tell a story about the ways in which Americans were sort of on the particular and the general level, on the personal and on the national level, kind of devastated by the events of 9/11, and the idea that the struggles that we did go through, might have gone through, maybe ought to have gone through, had something in common with the struggles of an adolescent or a child, or the idea that there was a regression back to that stage makes sense now. I'm sorry that was so long. Au départ, je pense que je n'ai pas compris vraiment pourquoi je choisissais des enfants comme narrateurs ou comme sujet, mais bien après, en y revenant à la réflexion,
Je pense que c'est assez utile de choisir cette perspective de l'adolescent pour parler de l'histoire récente de l'Amérique, puisque toutes ces nouvelles sont effectivement très liées au 11 septembre, pour parler de ce désastre qu'ont vécu les Américains, aussi bien au niveau national qu'au niveau personnel. Finalement, en fait, cette période qu'on a vécue, cette période de lutte, de trouble, elle est assez similaire à ce qu'expérimente un adolescent. Et il y a une forme de régression dans l'histoire américaine vers un état d'adolescent. Donc c'était finalement un choix utile que d'avoir ces narrateurs adolescents pour parler de ça. Alors, il y a les blessures, les souffrances physiques de ces enfants quand ils sont à l'hôpital et qu'ils sont soignés pour différentes maladies. On le voit dans certaines nouvelles. Et puis, il y a les souffrances morales aussi de ces enfants. Et je pense, par exemple, et de ce que ça leur fait faire, je pense à la première nouvelle, L'Arme blanche. Les enfants peuvent être des petits êtres très cruels aussi. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cette histoire qui commence, qui est assez incroyable, puisqu'au départ, elle parle de jumeaux, d'enfants, comment est-ce qu'on dit déjà, siamois, qui vont être séparés. Non, c'est ça, oui, siamois, qui vont être séparés et dont un va mourir. Donc il y a un manque chez l'autre, bien sûr, et qui va se lier d'amitié avec une petite fille qui, elle, est orpheline. Elle a perdu ses parents. Et finalement, c'est dans la cruauté qu'ils vont se retrouver tous les deux. Pourquoi? I think, well, I guess maybe the most illuminating thing I can say about that story to begin with is that it was that I've thought of it as I wrote it and still think of it as being about my own brother's death, though we were much older when he died than the children in that book. He was 25 and I was 22. Je crois que peut-être la chose la plus éclairante que je peux dire sur cette nouvelle-là, sur le choix de cette nouvelle, c'est qu'elle parle d'une certaine manière de la mort de mon propre frère. Même si on était plus âgés au moment où ça s'est produit, lui il avait 25 ans, moi j'en avais 22. So I think that, and again this is something I probably didn't realize at the time and understand better now, but I think that the story in some way is about two very different styles of grief that collide in the forms of these two children. The boy who's a mute former Siamese twin, and the girl who has lost her parents in a car crash. Je crois que là non plus, je ne l'ai pas compris forcément à l'époque, et c'est éclairé au fur et à mesure. C'est l'histoire de deux formes de gestion de la douleur très différentes, de façon très différente de gérer un deuil, qui se rencontrent à travers ces deux enfants. Il y a le petit garçon, qui est donc cet ancien frère siamois, et qui se retrouve tout seul, qui est muet, et puis la petite fille qui est orpheline et qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. So the cruelty that the children inflict on animals and ultimately on human beings, and on each other in a sense, was not at all, that I didn't, I wasn't necessarily a good child, but I didn't go around stabbing small animals. But nevertheless, the cruelty that those children are capable of was not foreign to my memory of being a child. Or my memory being a child could contain it. But I think the use of it in the fiction was less to explore the idea of, I'm going to present children as cruel and evil, and that'll be a neat story. I didn't think that at all, but the idea was more, I have two children who are suffering from essentially from the fact that people they love have died and are going to die, and rage and anger and cruelty are part of the response to that for any person, I think, and the hope or the happy ending, that may sound crazy to say, in a story like this, is meant to come from the fact that when these two styles of grief collide, one child actually survives out of it and may thrive. That was once again far too long. Okay.
Ces deux enfants vont exercer une cruauté incroyable en se baladant partout, en poignardant des petits animaux au départ, et puis finalement vont faire souffrir également des êtres humains, vont se faire souffrir l'un l'autre aussi. C'est pas un portrait de moi, là, j'ai pas forcément été un enfant exemplaire, mais je me promenais pas partout avec un couteau et je ne poignardais pas des petits animaux. Mais c'est quand même, cette idée de la cruauté reste quand même assez proche de mon souvenir de ce que c'est que d'être un enfant. Et quant à son usage dans la fiction, je me suis pas non plus dit quand même que j'allais montrer la cruauté des enfants, que le but c'était de montrer comment les enfants peuvent être cruels. C'est juste que ces deux enfants, ils ont en commun cette souffrance terrible d'avoir perdu des proches, ou peut-être de la peur aussi de perdre d'autres proches. Et la colère et la cruauté, c'est une partie de la réponse, et c'est une partie de la réponse pour n'importe qui, en fait, une façon de réagir à cette douleur-là. Et il y a quand même quelque part un peu d'espoir, à la fois une sorte de fin heureuse, même si ça paraît terrible de le dire, c'est que quand ces deux douleurs et cette réaction du coup de cruauté, de colère se rencontrent, quand les deux enfants se rencontrent, il y aura quand même un des deux qui va survivre. Voilà, il y a beaucoup d'autres histoires dans ce recueil de nouvelles de Chris Adrian qui s'intitule donc Un ange meilleur, qui est paru dans la collection Terre d'Amérique chez Albin Michel. Et voilà, donc on enchaîne. Ah oui, tu me regardes parce que c'est encore à moi d'enchaîner, c'est ça, Jeff. Ça veut dire cela. Alors Samuel Archibald, on va faire une petite pause pour les traducteurs. J'ai pas d'interprète, moi. Ah non, c'est bien. Un peu de temps en temps aussi. Alors vous êtes né à Arvida. Absolument. C'est où? C'est au Saguenay, donc une région du Québec plutôt au nord. C'est le Texas du Nord, en fait. Ah, à mi-chemin entre le lac Saint-Jean et le Saint-Laurent. Oui, ce qui fait Ah oui, gros. je vois très bien. Tu vois très bien. Absolument. Très facile. Alors, vous avez quitté le Saguenay, j'ai lu quelque part, après le déluge de 96, vous vous installez à Montréal, juste à temps pour le verglas. Absolument, donc craignez rien, même si je porte un peu la guigne, hein. On devrait s'en sortir. Le verglas massif, c'était en 98, c'était vraiment... Oui. Ben, tout a gelé, en fait. Ouais. La ville était de glace, ce qui Ah. cause des problèmes. C'était à cause de vous. Ben, il y en a qui le disent. Vous passez les 10 années suivantes à étudier, vous vivez en Europe? De 2007 à 2010, ici, Et- quelque part entre ici et Poitiers. D'accord. Et là, vous êtes retourné au Québec. Vous donnez des cours toujours à l'UQAM, c'est ça? Oui, absolument. Qui- Ben, je suis un peu je suis le geek de service à l'UQAM. Je m'occupe des mauvais genres et des jeux vidéo. Comment du ça, cinéma des mauvais d'horreur. genres? Ben, c'est Des ce qu'on romans peut policiers, Policier, par exemple. Oui, Oh. oui, La romans policiers. science-fiction. Donc, tout ce qu'on ne devrait pas enseigner à l'université, c'est moi qui m'en occupe. Ce mauvais genre, c'est le titre d'une très belle émission sur le polar en France. Mais on aime beaucoup le roman policier, vous savez, ici. Mais c'est vrai, et aussi la science-fiction, bon, c'est un petit peu plus difficile, justement. Alors donc, vous allez nous parler aujourd'hui de ce livre qui s'intitule, tiens donc, Arvida, et nous voilà repartis là-bas, qui est paru aux éditions Le Cartanier. Le Cartanier. Voilà. Merci, Jeff. Et Je qui n'a t'aide pas un été... peu de temps en temps, quand même. Voilà. Donc, on situe un peu le... Alors, C'est mis histoire, hein. alors voilà, Pas mis roman, par- histoire avec un S. parler d'Arvida, Arvida, c'est pas un roman, c'est pas un livre de nouvelles, c'est un livre d'histoire. D'histoire, comme on dit un peu pour les enfants. Ce soir, je vais te raconter une histoire. Alors, Samuel Archibald m'a raconté des histoires pendant... Pour adultes. pour adultes, ouais. Oui, c'est l'histoire pour adultes, quand même. Je signale, faut pas les lire à ses enfants de moins de 15 ans. Hein. Certaines, surtout. Et toutes ces histoires tournent autour de la ville d'Arvida, qui a été... En fait, c'est une ville qui n'a pas de passé. C'est-à-dire qu'elle a été construite en 1925 par les Américains, je pense. Ou Oui, par les Américains. Arthur Vining Davis, qui était un milliardaire Voilà. de Chicago. Et qui a été construite uniquement pour exploiter l'aluminium. Oui. Et d'ailleurs, on dit que c'est grâce à Arvida que les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Il me semble un peu hyperbolique, j'en ouais, parle je dans le pense livre, que mais ouais. c'est ce qu'on raconte. Parce que tout l'aluminium qui entrait dans la composition des fuselages des bombardiers était produit ont été produits à Arvida, en ouais. fait. Et donc, comme c'est une ville qui n'a pas d'histoire, parce qu'elle a été créée littéralement pour uniquement cette industrie, je dirais que c'était un Eldorado à un certain moment de gens qui sont venus s'agglutiner là,
là aussi des immigrants d'un peu tout le monde. Je pense qu'il y avait des Russes, des Italiens, des Anglais, des Polonais, beaucoup de Polonais. Et donc votre livre, c'est un peu la mémoire inventée de la ville au travers des histoires que racontées alors par votre père et ses amis, qu'il vous a racontées et que vous avez mises en mots finalement. Le plus souvent comme ça, avec une distance variable, je dirais. Aujourd'hui, c'est drôle parce que les gens parlent de moi au Québec presque comme d'un ethnologue. On a l'impression que je me trimballais un enregistreur. Tout ça, c'est pas vraiment ça. C'est plus que j'ai une mémoire d'éléphant et que j'aime traîner dans les bistrots, en fait. C'est plus comme ça que ça s'est fait le plus souvent. Et alors, moi, je vais quand même vous dire que vous êtes un sacré bon raconteur d'histoire parce que... alors c'est un livre qui est formidable parce que vous pouvez l'ouvrir un peu comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de commencer au départ et d'aller progressivement, chronologiquement. Vous prenez une histoire et vous passez, alors je peux vous assurer, de sacrés bons moments. Et il y a un moment, il y a une histoire où alors je crois que c'est... Alors, avec vous, on ne sait jamais. Est-ce que c'est réellement votre père qui vous raconte ou pas? On ne sait pas. Hein. Il y a toujours un père, un fils, souvent, et qui dit comme ça, oh, c'est quand même incroyable. Il y a ceux qui connaissent les histoires, ils ne sont pas capables de les écrire, et ceux qui sont capables d'écrire, ils manquent d'histoire. Alors, la vie est bien mal faite. Hein. Vous croyez à cela? Ben, j'essaie de dépasser ça un peu. C'est drôle parce que la conversation que vous rapportez dans le livre, c'est un moment où mon père et moi, on est en train de parler de Proust. Donc, il y a toujours l'image de Proust dans le bouquin, mais l'image extrêmement complexante, toujours pour un écrivain québécois, déjà qui a écrit en français, qui a à se demander s'il va pouvoir écrire d'aussi grands chefs-d'œuvre que Proust dans la langue de Céline, non pas Louis Ferdinand, mais Céline Dion. Donc, il y a tout cette espèce d'intimidation-là par la force des choses. Et donc, dans Arvida, il y a un moment où, en discutant de Proust, on dit, je l'appelle, en forçant un peu la note, le mec qui a sorti le monde entier d'un biscuit. Et donc, je sais qu'une madeleine, c'est pas un biscuit, mais je forçais le trait. Donc, moi, il y a la question d'être un enfant du Québec, il y a aussi la question d'être un enfant des années 80. Et donc, la conversation qu'on a avec mon père de ce dialogue-là, c'est dire, moi, tout ce dont j'avais faim quand j'étais enfant, c'était de nuggets chez McDo. Et donc, quelle littérature on peut sortir d'un truc frit, dégueulasse, servi dans une chaîne de restauration rapide? Donc là, c'est tout un problème pour moi, qui fait en sorte que le bouquin, en fait, va essayer de faire du Proust à l'envers. Donc, je retourne sur les lieux de mon enfance pour essayer de trouver quelque chose dont je pourrais sortir une littérature possible. Il y a des tas de choses très, très intéressantes. Hein. Par exemple, à la page 25, vous écrivez « L'Amérique est une mauvaise idée qui a fait du chemin. C'est ce que j'ai toujours pensé et ce n'est même pas une image. » J'aurais dû dire « L'Amérique est une mauvaise idée qui a fait beaucoup de chemin avec un S. » Une idée qui a produit des routes interminables qui ne mènent nulle part, des routes coulées en asphalte ou tapées sur la terre, dessinées avec du gravier et du sable, et tu peux rouler dessus pendant des heures pour trouver à l'autre bout à peu près rien, un tas de bois, de tôles, de briques, et un vieux bonhomme planté debout en travers du chemin qui te demande « Veux-tu me dire qu'est-ce que tu viens faire par ici ?» Ah, c'est bien. Ça fait bien. Hein? Oui, c'est bien. L'accent était roucoulant. Ça, c'est assez important parce que c'est l'autre peut-être figure la plus importante dans Arvida, qui est la figure de la route. Donc, une ville qu'on construit sur la route, donc qu'on monte de toutes pièces au milieu de nulle part, et dont qu'on va la quitter, on va revenir, etc. Et donc, on commence la deuxième histoire dans le livre, est une histoire de road trip, type d'histoire qui va revenir souvent dans le bouquin. Et ça se termine un peu, la dernière figure, j'en parlais plus tôt, la dernière figure dans le livre, c'est le grand prodige technique qu'on a fait à Arvida, c'est-à-dire on a construit un pont entier en aluminium. Et donc, on a fait ça, on a invité les ambassadeurs, les premiers ministres pour l'ouverture, parce que c'était bel et bien un prodige de la technique. L'aluminium se prête mal au génie civil en général. Et 20 ans plus tard, au moment où j'écris le livre, tout ce qu'on fait avec ce pont-là, à part y passer, c'est que c'est devenu un endroit de choix pour les suicider. Donc, moi, j'ai jamais vu ça parce que je racontais des histoires en petit, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remarquer, il y a là quelque chose d'assez cruel et dévastateur sur la fin du rêve américain, en fait. Et donc, pour moi, Arvida finit par être l'Amérique comme ça. Moi, je trouve que c'est un livre goulayant.
Ah, c'est absolument... oui, en plus, avec cette langue vous inquiétez pas, c'est pas écrit en joual, mais il y a parfois des expressions qui sont absolument savoureuses, qu'on comprend, parce qu'on les comprend dans le contexte du récit. Et moi, on parlait de la Madeleine de Proust, et alors, moi, il y a quelque chose, j'aimerais que vous en parliez à la salle, c'est parlez-nous de la Mac Croquette. Parce que quand vous racontez ça, l'histoire quand vous êtes avec cette fille, Oui. et que l'idée de partager une Mac Croquette avec elle. Oui, et là, c'est l'amour qui vous tombe dessus, quoi. Oui. Je raconte, nous, on avait un fantasme. Je ne sais pas si les McDo fonctionnent comme ça en France, mais nous, il y avait dans le sous-sol, dans la cave des McDo, il y avait une salle où on fêtait les anniversaires d'enfants. Et c'était comme l'absolu, c'était le plus bel anniversaire qu'on ne pouvait pas avoir, c'était dans le sous-sol du McDo. Et il y a un moment où j'étais amoureux fou d'une fille, où je l'ai tendue une Mac Croquette comme ça, comme une bague de fiançailles, dis-je, dans le bouquin. Et à ce moment-là, il y a des échelles au plafond, il y a un de mes petits copains qui nous tombe sur la tête. Donc, le mariage, les fiançailles sont interrompues comme ça, et finalement, ça ne se produit pas. Et c'est un grand drame pour moi. Et c'est drôle parce que ça fait partie... J'ai rencontré récemment le père de cette jeune fille-là, parce que souvent, dans le bouquin, je n'ai pas changé les noms. Donc, je dis Julie Morin, c'était bel et bien Julie Morin. Et son père est venu me voir à une foire du livre pour me dire, c'est quand même de ma fille dont tu parles dans le livre. Je dis, ben oui, mais vous voyez, je lui ai rien fait. Tout s'est bien passé. L'honneur est sauf. C'est un livre absolument formidable et drôle et intelligent, et vous passerez un excellent moment avec Arvida et toutes ses histoires. Arvida, Samuel Archibald, paru aux éditions Le Cartanier. Voilà. Ils vont aller les signer tout à l'heure à la fin de ce plateau. Alors, Kent Meyers, vous êtes l'auteur d'un recueil de nouvelles, Light in the Crossing, qui fait partie de la liste des meilleurs livres de 99 pour le New York Times, et vous êtes aussi l'auteur de 3 romans, je crois. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas compté en fait. Vous enseignez la littérature et l'écriture, et vous vivez dans le Dakota du Sud. C'est cela? Et donc, c'est aussi d'un recueil de nouvelles dont vous allez nous parler, qui est ici, qui est paru... Enfin, non, mais non, justement. Alors, justement, mais on va en parler après. C'est un roman. Elle est bête, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, je crois. On va dire qu'elle est fatiguée. C'est pas un recueil de nouvelles, justement. C'est un roman dont vous allez nous parler aujourd'hui, qui est paru aux éditions Gallmeister. Et je crois qu'il vaut mieux que tu fasses tout de suite un point là-dessus pour éliminer cette mauvaise information que je donne. Non, mais en même temps, c'est vrai et c'est faux. Oui, je sais. Voilà, parce que... Attends, je donne le nom de la traductrice pour pas oublier, Laura Deraginski. Voilà, Laura Deraginski. En même temps, c'est un roman, et en même temps, ce sont des chapitres qui peuvent être lus complètement, je dirais, on pourrait lire le 4e chapitre à la place du 2e. Par contre, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut lire le 1er chapitre, parce que le 1er chapitre est celui qui va enclencher tous les autres. Un peu comme dans le livre de Diane Warren, où finalement, ce 1er chapitre qui est fondateur c'est un chapitre de violence infinie, où rien n'est dit, tout est suggéré, et on arrive, je dirais, hors d'haleine à la fin de ce chapitre, parce qu'on sait qu'il vient de se passer quelque chose d'absolument tragique et de cruel, et par un serial killer qui pourchasse des anorexiques, et qui va se servir justement des réseaux sociaux pour les attirer vers elle. Et on arrive à la fin de ce chapitre. Moi, j'avoue que j'étais absolument ébahi d'être capable de suggérer cette violence sans la montrer. Et alors, on sait qu'on vient d'assister à la fin de L.A. Joe, qui est cette jeune fille anorexique qui va succomber à ce serial killer. Et ensuite, on va avoir 15 chapitres qui vont nous parler de L.A. Joe, de la ville où elle vit, qui est Twisted Tree. Ah oui, le lieu aussi. Le lieu a énormément d'importance parce qu'on est effectivement dans le Dakota du Sud, toute petite ville aussi, où les gens se connaissent, où les Indiens vivent avec les Blancs, où tout le monde est un peu... c'est vrai que tout le monde se connaît, et tout le monde connaissait L.A. Joe. Tout le monde a eu un jour un rapport avec L.A. Joe, que ce soit sa naissance, que ce soit par rapport à son père et à son élevage de bisons, enfin...
Et c'est pour ça que je vous dis qu'après, entre le deuxième et, sauf le dernier, effectivement, qu'il faut aussi mettre un petit peu, je dirais, le premier, c'est la violence. Le dernier, c'est extraordinaire parce que j'ai même pas envie de vous le dire d'ailleurs, parce que c'est en même temps, c'est le sourire. Alors moi, j'ai envie de vous demander comment vous est venue la construction de ce livre. Est-ce que c'est à partir de ce chapitre fondateur que derrière, effectivement, il fallait raconter cette fille, Haley Joe? I'm really pleased, actually, that you two argued over whether it was a novel or a set of short stories, because the book began partly as a question on my part about just what is the difference between a novel and a short story. And I was interested in kind of reversing the way that those two things are normally written. Normally we think of a novel as being, 400, 500, 600 pages. And I was wondering, can you write a novel in just a dozen sentences? Can you give an entire person's life in just a dozen sentences? And so my idea was to try to give Haley Joe's entire life with a single sentence in a dozen chapters, and then let the other lives surrounding hers complete the novel, while those chapters were really short stories. En fait, je suis très très content que vous discutiez de cette question de roman nouvelle, parce qu'en fait, mon point de départ était exactement ce questionnement sur la nature de l'un et de l'autre, quelle est la différence entre les deux. Et j'étais très intéressée par le fait de tenter d'inverser le stéréotype habituel, c'est-à-dire normalement on dit un roman c'est à 400 pages, il faut au moins ça pour raconter la vie de quelqu'un. Et est-ce qu'on peut finalement prendre le contre-pied, c'est-à-dire raconter la vie entière de quelqu'un en une douzaine de phrases? Et puis ensuite, parler de la vie de Haley Joe en 12 chapitres qui sont plus ou moins éloignés du premier. And of course, this didn't work because, challenges like that never actually work when you try them. But and so Haley Joe's part of the book grew to be much more than a dozen sentences, but nevertheless, that concept ran through the entire book. The first chapter was the last thing I wrote in this novel, because another thing I wanted to do was to write a novel with what I would call a hollow center, nothing in there. And so I wanted originally to have the killing completely gone and just have the reader wondering what happened. Why are these people all so traumatized? But a reader told me, I have readers before I have publishers, and a reader said you've got to have that first chapter in there to make that work. And the moment he said that, it made sense to me. But by then the novel was so far along that first chapter simply was like fell out of my head. It was all right there, ready to be written, and it came within just a few days. The whole first chapter kind of fell out of the rest of the book. Bon, dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. Il m'a fallu plus de 12 phrases, évidemment, pour raconter la vie de Haley Joe, même si elle a été interrompue trop tôt. Au début, mon premier projet, c'était que ce meurtre reste en creux. Je ne voulais pas du tout qu'il soit explicite et je voulais laisser les lecteurs dans une espèce de déficit d'information. Et avant d'avoir des éditeurs, j'ai des lecteurs. Et parmi ces lecteurs, il y en a un qui m'a dit « Mais tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu fasses un premier chapitre où tu rendes le meurtre explicite. » Et en fait, j'avais déjà écrit tout le reste. Et le premier chapitre, je l'ai écrit à la fin et je l'ai écrit en quelques jours. Et ça a coulé tout seul du reste. Encore un petit secret sur la manière dont... Oui, un petit secret de fabrication. On en a eu quelques-uns ici, c'est assez formidable. Alors évidemment, comme les voix qui parlent de cette jeune fille sont différentes, le style est différent. Ce sont des voix très, très particulières. Chaque personnage, d'ailleurs, est un personnage assez... il y a une caissière qui avait failli devenir bonne sœur. Il y a quoi encore? Il y a une gentille dame qui martyrise son beau-père qui est infirme. Ça, c'est absolument assez affreux, quoi.
Et en même temps, voilà, on se dit, cette Sophie Lawrence, elle pourrait être une sainte parce qu'elle s'occupe de son beau-père. Et en même temps, tu parles d'une sainte, oui, et être autant c'est une paria, et c'est atroce, mais c'est vrai que c'est vrai que chaque chapitre. Angela qui a peur des crotales, il y a des trucs. Ah oui, les serpents. Et c'est surtout qu'en plus, c'est une histoire sur l'Amérique qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire on est dans le Dakota du Sud et là aussi, on est complètement pris par le lieu et par l'endroit qui sont éminemment présents et éminemment importants dans le livre, tout autant que les personnages. Vous auriez pu situer cette histoire ailleurs? Ah non, je crois pas. Don't think so. I don't know that I could have set most of this story in a different place. It depends on isolation. It depends on, as you said, rattlesnakes, coming up out of the ground, which is actually based on a story that happened not very far from where I live. A man built a $1 million house in a piece of land that he really was very proud of finally owning, and he built this house, and he just didn't know there was a rattlesnake den right next to the house, and he didn't clear it out, and the house got infested with rattlesnakes. And so that became part of the novel. There's a gothic kind of thing going on with that, and very much of South Dakota urban folklore or mythology came out into the book, going clear back to 1890 and the Wounded Knee massacre of the Lakota Indians. So I don't think it could be set anywhere but South Dakota. En fait, je ne crois pas vraiment que je puisse mettre cette histoire ailleurs. D'abord, il me faut un lieu où l'isolement est extrêmement prégnant, et puis il me faut des serpents à sonnette, comme vous l'avez dit. En fait, cette histoire de serpents à des crotales, c'est basé sur une histoire vraie et qui s'est retrouvée comme ça, absorbée dans le roman, d'un type qui a mis $1 million pour construire une maison, et il ne savait pas que juste à côté, il y avait un nid de serpents. Et en très très peu de temps, toute la maison a été infestée. Et cet épisode, cette anecdote s'est retrouvée récupérée dans le roman parce que j'ai trouvé que ça avait une espèce de dimension gothique complètement incroyable. Bon, il y a autre chose, il y a aussi toute la mythologie du Dakota du Sud avec Wounded Knee et le massacre des Indiens. C'est des éléments très importants et je ne crois pas que j'aurais pu mettre mon roman ailleurs. Voilà, ils ont beaucoup de talent, ils nous racontent beaucoup d'histoires. Il faut absolument que vous alliez les découvrir. Je vous préviens, demain, ils ne sont plus là. C'est fini ce soir, le Festival America. Donc il faut vraiment aller, si vous voulez vraiment faire signer vos livres et aller rencontrer les auteurs, vous allez tout à l'heure à la librairie volante quand ils vont quitter ce plateau. Je rappelle les titres des livres, Twisted Tree de Kent Meyers, paru donc aux éditions Gallmeister et traduit, je le redis encore, par Laura Deraginski. Le livre de Samuel Archibald, Arvida, paru aux éditions Le Cartanier. Le recueil de nouvelles, cette fois, je ne me trompe pas, de Chris Adrian, Un ange meilleur, paru aux éditions Albin Michel, et traduit, lui, ce livre par Nathalie Bru. Et puis, le livre de Diane Warren, Cool Water, qui est sorti aux presses de la Cité et qui a été traduit par France Camus-Pichon. Merci à vous 4 d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Et merci aussi à Marguerite, merci à Sophie et merci à Evelyne d'être venue assurer la traduction. Je crois qu'on peut les applaudir, vraiment. Leurs livres sont formidables.